Welcome to everyone from my side as well. I'm Silvia Schmidt. I'm a Policy Associate Manager at IFOAM Organics Europe. And today we'll be speaking about a political topic that is really quite important for the organic movement. And I want to give you first a bit of context before introducing our excellent panel of speakers who will also give you some insights of their own. In terms of context, I would just like to frame it in terms of what the Commission is currently doing and in terms of what the Farm to Fork strategy foresees. So there are two important initiatives in this context. The first one is the very famous, as you probably have heard about it, law on sustainable food systems that will come out at the end of 2023. And within this law, there will be a whole section on sustainability labeling, among other things, which I will not go into detail now. And that, is a welcome thing for the organic sector. But at the same time, the Commission is also thinking of issuing a legislation on substantiating green claims. So it would be a legislation that would say, okay, this claim is substantiated, this one is not. And this one is supposedly coming out in October, we think. It has been postponed a couple of times. And this regulation is based on a method that is called the product environmental footprint that the Commission has been working on for 10, if not 12 years at this stage. And as Sabine mostly will be saying during her intervention, this PEF does create some concerns for products that are produced in an extensive way, such as organic. Because what we see, or what we tend to see in the scores, is that basically, the PEF supports more intensive rather than extensive products, and I will let Sabine develop on that afterwards so that we can hear from our excellent speakers. So, I would like to first give the floor to Mr. Claude Gruffat. He was the CEO of Biocoop, so he's really a pioneer of organic in France. And now, since 2020, he is member of the European Parliament for the Green Party. Bienvenue, Monsieur Gruffat. I will switch to French. Donc, un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce congrès. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Donc voilà, vous vous occupez, parmi d'autres arguments évidemment, de l'affichage environnemental au Parlement européen. Et on voulait un peu entendre quel est votre avis par rapport à cette initiative. Quel est votre avis par rapport à cette initiative? Quel est, à votre avis, est-ce un outil attendu par les consommateurs? Et quel sera l'impact sur le bio, à votre avis? Voilà, à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité ici et puis de me permettre de parler de ce sujet qui est depuis longtemps pour moi un sujet, puisque c'est vrai que dans mon activité précédente au niveau de Biocoop, la question des consommateurs était évidemment centrale et que leur regard est particulièrement important. Alors quand on parle d'affichage environnemental, c'est une étape supplémentaire. Alors déjà, la stratégie de la ferme à la table de 2020, en s'inscrivant dans le cadre du pacte vert, vise à rendre notre système alimentaire plus équitable, sain, respectueux de l'environnement, favorable au climat et conciliant avec une capacité à manger sur une planète qui va pouvoir le faire durablement. C'est la première fois que dans sa feuille de route, l'Union européenne propose une approche aussi globale de transition vers un système alimentaire durable. Le plan d'action de cette stratégie prévoit de créer un environnement alimentaire encourageant une consommation alimentaire durable, facilitant le passage à des régimes alimentaires sains et durables. C'est des mots un peu nouveaux, parce que c'est vrai que les politiques agricoles, jusqu'à maintenant, on était loin de ce concept-là. Donc, comme vous le savez, la stratégie de la ferme à la table a des objectifs précis. 25% de surface en bio, ça a déjà été largement dit, moins 50% de pesticides, moins 20% d'engrais de synthèse, moins 50% d'antibiotiques dans l'alimentation animale, etc. Ce sont des objectifs particulièrement ambitieux et importants. Et pour que cette stratégie prenne corps, la Commission doit entreprendre un certain nombre d'actions avec l'ensemble du système alimentaire afin de réussir cette transition. Et elle est déjà actuellement en train de préparer des propositions législatives très importantes pour fin 2023. Alors le temps en politique,
c'est tout à fait particulier. Ce n'est pas le temps du consommateur et ce n'est pas le temps de l'entrepreneur, etc. C'est toujours très loin et très long. Et cette stratégie fixera un cadre d'un système alimentaire durable pour coordonner, conduire les changements attendus et améliorer la durabilité globale du système alimentaire de l'Union en l'intégrant dans toutes les politiques liées à l'alimentation. Donc elle vient pour ça de lancer une consultation fin avril, devant s'achever fin octobre, qui aidera à l'élaboration de la définition commune pour l'exigence des principes généraux d'un système alimentaire durable. Donc voilà un peu le cadre, le contexte dans lequel on va commencer à travailler. Pour moi, en tout cas, c'est à l'intérieur de cette législation cadre que seront précisément fixées les règles de l'étiquetage de la durabilité alimentaire. Alors, la mise en œuvre, et moi, comment je vois les choses par rapport à ça. D'abord, je pense que c'est effectivement un levier fondamental pour le système alimentaire. Et pour moi, il est tellement fondamental que j'ai le sentiment que c'est une étape 2 après le règlement européen sur la bio qui a permis, et ça il y a déjà 31 ans, le développement de la bio en Europe, parce qu'avant il n'y avait pas de règlement avec que des cahiers des charges privés. Dès que le règlement s'est mis en place, il y en a eu un développement. Pour moi, l'étiquetage important, et je vais dire ce que je vois dedans, qui est promis là maintenant, va être un élément de réaccélération, une forme de deuxième étape pour permettre un développement plus fort du développement de l'agriculture biologique en Europe et de la consommation de la bio en Europe. Donc l'information des consommateurs la plus large et fiable possible est absolument décisive pour la transition alimentaire prévue dans la stratégie de la ferme à la fourchette et que notre Parlement européen a soutenu dans une très grande majorité. C'est vrai qu'on a eu 485 voix pour sur 700 parlementaires pour cette stratégie. C'est quand même significatif. Et elle ne doit pas aujourd'hui induire le consommateur en erreur ou créer chez lui des confusions, comme certains tentent de le faire en France notamment, et c'est mon pays, donc je peux en parler, entre la bio, les labels intermédiaires non bio et le conventionnel. Une confusion qui règne en ce moment, qui est dommageable pour la bio, et c'est vraiment regrettable. La transparence est la base de la confiance du consommateur dans ce qu'il mange pour faire ses choix de façon claire et simple. Quand je nourris quoi? Qui? Quel modèle agricole? Industriel? Paysan? Bio? Ça, les consommateurs doivent le savoir facilement sur l'étiquetage. Quel modèle alimentaire? Industriel, artisanal, ultra-transformation, etc. Toutes ces questions qui intéressent évidemment ceux qui mangent. Quel modèle économique? Boursier, économie sociale et solidaire, équitable. Quel modèle entrepreneurial aussi? Multinational, PME sur les territoires, relocalisation, gouvernance durable dans des entreprises comme dans les cycles, les scopes, etc. Quel modèle de commerce? Financiarisateur, encore une fois, circuit long, circuit court, commerce équitable, etc., etc. Et on voit bien que les informations nécessaires aux consommateurs dépassent largement celles nutritionnelles actuellement sur les étiquettes. Donc la transparence sur les origines, la traçabilité précise les fabricants, la composition, les ingrédients, sans code, parce que pas obligé d'avoir un codarius à côté de son caddie pour lire les étiquettes. Et la présence de résidus de pesticides sont autant d'éléments, et je dis la présence de résidus de pesticides sur l'étiquetage, pour moi, c'est des éléments qui doivent apparaître, sont autant d'éléments d'information et donc de confiance pour le consommateur dans les produits qu'il a entre les mains. Ces leviers permettent de mieux répondre à des consommateurs de plus en plus attentifs et soucieux aux questions sanitaires et environnementales, sociales et éthiques, et qui attachent plus d'intérêt à leur nourriture. Ces leviers permettent d'aider à faire évoluer le comportement alimentaire actuel, qui ne sont pas durables du point de vue de la santé. L'obésité augmente en Europe et la moitié de la population est en surpoids, ce qui contribue évidemment aux prévalences des maladies liées à l'alimentation. Je vais juste souligner au passage qu'aujourd'hui, on a 16% des moins de 15 ans qui sont atteints d'obésité. C'est vraiment nouveau, mais c'est vraiment grave de voir que nos jeunes, nos enfants sont dans un état de santé aussi dégradé. Les régimes alimentaires européens ne sont pas conformes aux recommandations diététiques nationales et les environnements alimentaires sont souvent défaillants. Donc ces changements de mode de consommation associés à moins de gaspillage aussi sont importants lors de périodes d'insécurité alimentaire et de problèmes de pouvoir d'achat comme nous les connaissons aujourd'hui. Permettre aux consommateurs de jouer un rôle dans l'orientation et le développement de l'agriculture et des méthodes de production vertueuses. Donc là, on prend un élément qui est vraiment clé dans les orientations
politique de la production. Ces décisions d'achat doivent tirer la production vers plus de durabilité et vers l'agriculture biologique, ce qui n'est pas sans conséquence sur la création de chaînes de valeur et son meilleur partage en faveur des revenus des paysans et de la vitalité des campagnes. Moi, je travaille par ailleurs sur une réglementation intra-européenne du commerce équitable pour mieux répondre aux enjeux de transition écologique pour l'alimentation et surtout pour une plus juste rémunération aux producteurs. Vous savez que plus d'un tiers des producteurs gagnent moins de 360 € par mois. C'est vrai en France, c'est vrai aussi en Europe. Et ça, c'est une question centrale pour assurer l'avenir de la production pour l'alimentation, notamment pour la souveraineté alimentaire. Donc, pour moi, j'en fais un élément clair et je considère que le cahier des charges du commerce équitable est une vraie réponse à cette question de la rémunération des producteurs. L'étiquetage sur la durabilité regroupe plusieurs aspects touchant au domaine économique, environnemental, climatique, social, nutritionnel, du bien-être animal. Donc le cheminement vers une harmonisation d'un étiquetage plus harmonisé sur la durabilité demandera encore évidemment du temps. Actuellement, l'étiquetage européen sur les denrées alimentaires relève principalement de plusieurs législations concernant l'information des consommateurs, la production biologique, les produits sous signe de qualité, et jusqu'ici l'information concernait l'origine ou la provenance, les déclarations nutritionnelles et la présence d'additions d'auxiliaires technologiques ou de produits allergènes. Donc on voit bien qu'il faut aller bien au-delà de ça pour avancer. Donc en conclusion, j'insisterai sur le fait qu'en tant qu'outil d'orientation de la demande de l'offre alimentaire, l'étiquetage sur la durabilité a des conséquences déterminantes sur les choix politiques de nos systèmes alimentaires. Donc on est dans un volet vraiment majeur. Et comme vous le savez tous, la réforme de la PAC nous l'a montré. Il est aussi le lieu où s'affrontent différentes visions politiques sur le futur de la transition alimentaire en Europe. Donc pour moi, vous pouvez compter sur moi pour que l'affichage environnemental soit un renfort sérieux à l'actuelle information nutritionnelle aux consommateurs. Merci de votre attention. Donc un grand merci pour nous avoir donné un peu le contexte plus politique par rapport à ce sujet, ainsi que pour nous avoir rappelé l'importance de la transparence pour le consommateur et pour votre travail sur la juste rémunération pour les producteurs, qui est clairement très important pour nous aussi. So, back to English. Now, I'd like to go a bit more into the nitty-gritty of really what does this mean in practice and on the labels. And we have here with us Sabine Bonneau. She is an organic arboriculturalist from southwest of France, and she is currently the president of the ITAB, the Institute of Organic Food and Farming in France. And the ITAB has really been on the forefront of the development of a label called Planet Score, which sort of gives an alternative to perhaps what the Commission is thinking of in terms of what could be the methodology behind the sustainability label. So Sabine, basically, you know, what are in your view the shortcomings of the product environmental footprint, and what has ITAB done to address those? What is this famous Planet Score? Okay, thanks. Nice to see you all. I'm going to switch to French, if that's fine. Merci beaucoup, Sylvia. Juste une très courte introduction sur l'ITAB, qui fait partie donc d'un collectif beaucoup plus large qui est à l'initiative de ce que je vais vous montrer là. L'ITAB, c'est un institut technique qui existe depuis une quarantaine d'années, associatif, reconnu d'intérêt général et dont la mission, c'est un institut qui est qualifié par le ministère de l'Agriculture en France, dont la mission est d'accompagner la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Donc bien sûr, ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur l'agriculture biologique, mais on travaille aussi pour et sur toutes les formes intermédiaires et toutes les trajectoires qui permettent d'arriver sur des agricultures très faibles en intrants et jusqu'à l'agriculture biologique. Ce que je vais vous montrer là, alors est-ce que j'ai la main sur le... Non, je pense qu'il va falloir que je demande le passage des diapos, je ne vois pas le passage. Donc, next slide, please. Oh, that's cumbersome. Ce qu'a évoqué Sylvia et ce qu'a évoqué également Claude est particulièrement important, notamment pour toutes les trajectoires agroécologiques, dont l'agriculture biologique, parce que, notamment ce qui se passe en France, un petit peu comme la partie nutritionnelle, le Nutri-Score, l'État français a pris le lead en Europe sur ce qui s'appelle l'affichage environnemental. 2 lois en France
ont commencé à cadrer ce dispositif qui va devenir obligatoire en France, qui sera probablement volontaire encore un moment, le temps que le cadrage législatif européen advienne. Et ça s'inscrit dans le cadre plus large qu'a évoqué Sylvia de Sustainability Labeling, dans lequel on aura à la fois l'environnement, la nutrition, le social et le mode d'élevage. Pourquoi cet étiquetage est particulièrement préoccupant s'il est mal fait? C'est parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne envisage sérieusement, et la France également, d'utiliser comme socle de cet étiquetage environnemental ce que Sylvia a appelé le PEF, Product Environmental Footprint. Et ce PEF montre, alors next slide please, les choses suivantes, voilà, par rapport à ce que vous voyez sur la slide précédente, c'est que globalement, on ne parle pas des systèmes de production et de leurs impacts réels sur l'environnement, mais de simplement discriminer entre des productions végétales et des productions animales. Ce que vous voyez là, c'est que globalement, les productions vaches, moutons, quelles que soient les méthodes d'élevage, seront très mal notées, mais quand je dis mal, c'est très très mal. Le pire d'ailleurs, c'est le mouton, donc je pense qu'il faut d'urgence dire aux communes d'arrêter l'éco-pâturage. Et par contre, ce qui est très très bien, c'est la tomate, la patate, la fraise, quelle que soit la méthode de production. Donc même la tomate sous serre chauffée à Noël, elle est absolument nickel, elle est A++. Donc ça nous pose une vraie difficulté qui est que, et notamment l'État français, donc qui est un peu leader en tant que member state sur ce sujet, souhaite un socle transversal basé sur cet outil. Next slide, please. Donc, quand on zoome ensuite à l'intérieur des catégories, je ne sais pas si vous le voyez correctement, je n'ai pas l'impression, si c'est possible, de diminuer la taille des diapos un petit peu pour qu'on les voit mieux, merci. Ou de les passer voilà, en one slide per page. Merci, superbe. Quand on regarde à l'intérieur des catégories, deuxième très mauvaise surprise, c'est que sur cette méthode d'impact, enfin de calcul d'impact environnemental, et je mets beaucoup de guillemets sur cette expression, les productions intermédiaires ou biologiques, donc que ce soit du plein air, que ce soit du label rouge, que ce soit de la bio, sont plus mal notés que les systèmes intensifs très industriels. En clair, le PEF est beaucoup plus un indicateur de rendement qu'un indicateur de plus-value environnementale, ce qui dans l'esprit pose quand même un problème vu le nom qu'il porte. Slide suivante, next slide please. Certaines initiatives, en fait il n'y en a pas 36 aujourd'hui en Europe, il y en a globalement 3. Le Planet Score que je vais vous détailler un tout petit peu, l'EcoScore, et je vous appelle à être très vigilant sur le upscaling de ces outils, et puis un troisième qui s'appelle Foundation Earth, qui est très peu développé pour l'instant. Ce que vous voyez là, donc c'est, puisqu'on n'a pas trop d'autres exemples, l'EcoScore et le Planet Score sur un exemple d'œuf. Vous voyez en haut l'œuf de poule en cage, au milieu l'œuf plein air ou label rouge, approvisionnement français pour les rations, pour le feed, et l'œuf bio. Et vous voyez ce que ça donne quand on est très proche du PEF, BBB, et quand on essaye d'être un peu plus fin dans l'appréciation environnementale. Next slide, please. Donc ça, c'est une vraie préoccupation, c'est qu'on pourrait avoir assez rapidement sur le marché une obligation de substantiating green claims, donc ça, l'étiquetage environnemental, basé sur le PEF. Donc c'est à la fois un fort risque et une très belle opportunité si on fait les choses correctement en dépassant le PEF. Next slide, please. D'autres secteurs sont concernés. Alors, je ne sais pas s'il y a ici des représentants des filières, par exemple, textiles, ou de la cosmétique, ou des compléments alimentaires, mais tout un tas d'acteurs à l'échelle européenne sont également en train de s'élever contre le fait que, globalement, le PEF passe complètement à côté des hotspots de chacun des secteurs. Je n'ai pas parlé non plus de la pêche. Alors bon, pour le textile, ceux que ça intéresse, on peut faire un zoom à part après la séquence. Sur la pêche, par exemple, 95% de la note PEF du poisson pêché, c'est le fuel du bateau de pêche. Donc on est quand même très très à côté des grands enjeux environnementaux. Next slide, please. Je vais arrêter de critiquer, on va passer aux solutions. Next slide, please. Thanks. Sur la question des hotspots, en clair, on passe à côté complètement des images avec cet outil et il est important de remonter à l'échelle des systèmes.
et d'avoir des solutions qui mobilisent cet outil-là, puisque la Commission est très attachée, elle a passé pas mal de temps à le développer, donc même s'il a besoin de mise à jour et besoin d'être complété, on peut quand même l'utiliser sur une partie de l'évaluation. Mais voilà, les solutions qui sont sur la table, next slide please, permettent de remonter à l'échelle des systèmes, et c'est un peu ce qu'a évoqué Benoît Biteau tout à l'heure, de remonter à l'échelle des véritables enjeux environnementaux. On a aujourd'hui des limites planétaires au niveau environnemental qui sont complètement dépassées, notamment sur la question de la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité en haut à gauche, la question de l'usage de l'eau et de sa pollution, la question des intrants de synthèse tout en bas de cette slide, dont on parle assez peu, mais si on veut avoir un outil qui soit réellement au service de la circularité de l'agriculture et de l'agroalimentaire, bah, il faut commencer par ne pas sortir des énergies fossiles du sous-sol pour faire des engrais de synthèse par exemple, ou des pesticides. Et donc ça, c'est l'autre limite planétaire qui est réputée franchie depuis le début de l'année, sur les pollutions chimiques, antibiotiques, pesticides et plastiques. Next slide please. Donc en clair, business as usual, quand on voit ça, n'est pas une option, et c'est l'initiative qu'on porte là depuis maintenant presque 1 an et qui est en cours de déploiement depuis 6 mois en France, et vous allez le voir dans d'autres pays européens, qui s'appelle le Planet Score, qui a mobilisé et qui continue à mobiliser l'expertise d'un collectif très large, dont des scientifiques, mais également, et c'est très important pour nous, la boussole citoyenne. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de structures qui sont régulièrement consultées, associées, et on se cale sur le niveau d'exigence et d'expertise de ces structures-là également. On estime que la science est quand même passée depuis pas mal de décennies à côté de beaucoup de sujets, et que souvent la société civile a été pionnière pour les identifier et les faire traiter par les institutions. Next slide, please. Donc voilà le Planet Score. Une note agrégée en haut, et puis 3 indicateurs. Pesticides, donc qui reflètent l'intensité d'usage des pesticides au champ. Biodiversité, climat, donc 3 enjeux clés qui composent la note. Et puis l'indication du mode d'élevage avec 3 niveaux. Et cette mention est apposée sur tous les produits alimentaires qui contiennent plus de 5% de produits issus de l'élevage. Donc vous pouvez imaginer qu'une bonne partie du marché sur certaines filières de production, notamment le porc, les volailles en poule pondeuse ou en volaille de chair, ont des animaux rouges, et que ça se voit sur une tablette de chocolat au lait, sur un petit beurre. Donc c'est pas trop sympa d'acheter des produits qui ont des vaches rouges, notamment pour les enfants. Ça peut être un sujet un peu sensible. En tous les cas, c'est un sujet de pédagogie. La mayonnaise aussi avec la poule rouge passe assez mal. Donc ça, ce sont des éléments de discernement qui pour nous sont très importants, qui reflètent à la fois le mode d'élevage, mais également l'impact des systèmes concentrés sur l'environnement. Donc ça, c'est également un sujet à côté duquel le PEF passe complètement. Next slide, please. Aujourd'hui, juste pour vous donner un tout petit focus, on a plus de 130 entreprises qui sont engagées dans le pilote du Planet Score. Donc on est très fiers de ça. On est clairement la plus vaste initiative à l'échelle européenne. Alors on est pour l'instant très français, mais on est en train de partir depuis quelques semaines ou quelques mois, selon les opérateurs, dans d'autres pays européens. Vous avez là les distributeurs avec qui on a le plaisir de travailler actuellement. Next slide, please. Et les fabricants. Et là aussi, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir à la fois des grands industriels internationaux et des toutes petites structures, des groupements de producteurs, des coopératives, et donc des filières et des acteurs dans leur diversité. Next slide, please. Et on partage avec ces entreprises de la data précise qui nous permet, je ne vais pas évidemment rentrer en 7 minutes dans l'algorithme du Planet Score et la façon dont on remonte dans cet algorithme à l'échelle des limites planétaires et des systèmes de production. Mais aujourd'hui, on a des webinaires quasiment chaque semaine qui réunissent entre 200 et 600 participants, notamment essentiellement des entreprises, et où des entreprises témoignent de l'amélioration qu'elles sont en train de tracter sur leurs références et leurs produits grâce à l'identification des enjeux avec le Planet Score. Vous avez ici quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. Next slide, please. Et ça, ce sont vraiment des diapos qui ont été faites par les acteurs de l'agroalimentaire qui aujourd'hui s'engagent dans une véritable transparence consommateur. Zéro greenwashing et vraiment très exigeant et très différenciant également. Voilà, donc là vous voyez à partir de la droite comment Franprix améliore sur sa marque propre une gamme de chocolat, depuis quelque chose qui est en conventionnel, déforestant à la fois sur le sucre de canne du Brésil et sur le cacao de Côte d'Ivoire, jusqu'à des gammes intermédiaires avec de la certification sur la déforestation, ou d'autres démarches de progrès. Et puis ensuite, on arrive jusqu'à des cacaos et des chocolats bio et certifiés sur la déforestation. Next slide, please.
Donc les autres, je vais les laisser dans le diaporama pour que vous puissiez les regarder après le congrès. Mais juste, voilà, vous voyez que chacun de ces acteurs témoigne, ce sont quelques exemples de la façon dont on peut tracter l'innovation. Typiquement, pareil, en France, être label rouge ne suffit pas. Parce que label rouge, c'est un cahier des charges qui ne dit rien sur l'origine des rations, du feed des poules. Et donc, on a forcément de la déforestation importée dans ces produits-là. On peut avoir des gammes intermédiaires qui sont plus exigeantes, label rouge plus. Next slide, please. Par rapport à ce qui a été dit du coup sur l'éventail, la profusion de labels, de logos, d'allégations environnementales de tout type qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est une façon d'avoir un socle transversal d'évaluation et que tous les acteurs qui veulent jouer la réelle transparence puissent montrer leurs produits sur cet outil-là. Next slide, please. Voilà, pareil, le rayon lait. Où on a des gammes intermédiaires, un label qui s'appelle C'est qui le patron en France, qui est un label qui s'est fortement développé, un label privé relativement exigeant, assez bien fait, et qui a des notations intermédiaires par rapport à du lait standard de vaches laitières qui restent en bâtiment et qui mangent notamment du soja du Brésil ou d'Argentine. Next slide, please. Sabine, let's start wrapping it up. J'ai terminé quasi. Voilà, sans rentrer dans tous les détails en effet, mais voilà un exemple également de confiture où vous voyez qu'on a des jauges assez sensibles qui bougent quand on est, alors là typiquement sur du sucre des cannes du Brésil et puis des abricots qui ont un itinéraire technique assez lourd en usage de pesticides. Next slide. Je pense que j'ai bouclé. Si vous pouvez. Next slide, please. No next slide. I think there is a next slide. Okay, well, so that means that's the last one. Okay, if there is a question, okay, no, this one is important and that's the last one. En fait, c'est aussi un outil et c'est très important qui n'est pas là pour dire un produit est bon ou mauvais. Un produit est là où il est aujourd'hui et il peut s'améliorer. Parce qu'en fait, si on veut tracter la transition écologique de l'agroalimentaire, on ne peut pas se contenter de dire les moutons sont mauvais et les tomates sont bonnes. Il faut pouvoir dire ce produit peut s'améliorer. Là, vous voyez un exemple réel d'une entreprise qui s'appelle Omi et compagnie, qui communique depuis 3 jours sur l'intégralité de ses notes sur son site. C'est un digital player. Plus de 200 références où toutes les notes sont montrées et où ils vont également faire des articles sur comment ils sont en train d'améliorer leurs approvisionnements pour améliorer. Et donc là, on a tout un tas de trajectoires, soit par le beurre, soit par le chocolat, soit par le sucre, soit par le blé. Comment on a différentes trajectoires et différentes temporalités d'amélioration possible, mais au moins on est sûr d'aller dans le bon sens. Voilà. Et sinon, il y a quelques diapos sur la question de la réception consommateur, mais on les passera que s'il y a des questions. Voilà, qui est très bonne pour l'info. Merci Sabine. So thank you very much, Sabine, for this overview about both the shortcomings of PEF as well as what the Planet Score is. And you can imagine that, if we went in a shop and then you would have an organic product or an extensive product, whichever it is, and a conventional product, and the conventional product scores better or the same as the organic product, well, that could be quite concerning. So this is why we're bringing this topic to you today, to really raise the awareness on this topic. And having said that, of course, sustainability labeling as an idea is clearly something that should be welcomed. Transparency for consumers and so on is clearly a positive thing. Okay, but we have seen now that Planet Score is mostly in France at the moment, with some exceptions, of course, but in France it's going absolutely great. So we wanted to bring in also, let's say, speakers outside of France to see a bit how the situation is outside of France. So Jan, you have worked at the Tunin Institute for quite a while. You have recently rejoined FIBO as the head of the Department of Socioeconomics. So I wanted to hear from you a bit what is FIBO's views on sustainability labeling. How is it developing in countries in which FIBO is active? If you could give us a bit of an overview on that. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for this kind introduction. Does it work? Yeah. Okay. May I start with a general observation, because in theory, a sustainable label is a good thing, because it provides the consumers in the position to take
the product quality and the way how the product is produced into consideration. So this is actually quite positive. Interestingly, such kind of orientation information exists already. And this is the organic logo. And that's actually quite interesting because now all the retailers who are thinking to introduce a new label, and previously they have invested and they have built up a close relationship to organic farmers and to organic processors. They now have to find an answer. What shall they do with the organic logo, and in particular when they have then, for example, the eco score, where the organic product is score worse than the organic one. So from that point of view, it doesn't make sense. And the same is also for policymakers and governments who also fostered organic farming, for example. They also now have to explain, I mean, saying organic farming is a solution, organic farming is a contribution to climate change and to stop the loss of biodiversity. They have to find then a clever answer why they should support then a kind of food labeling system where this to a certain extent contradicts this kind of information. And therefore, at least from my experiences and from my observation, we have a quite complex situation right now. As far as the retailers are concerned, some retailers in Switzerland, for example, they start with a kind of sustainable labeling beyond organic farming or next to organic farming, but it's still unclear whether they are really pushing it or they are just using it, they are just trying it. Others are still thinking and waiting. And I think many retailers, in particular also in Germany, they are just waiting. They're waiting what happens at the European level. So it's a bit unclear situation in which direction it goes. And as far as the government is concerned, for example, the German government, they are not really active compared to the French ones to push this, and to my knowledge also not at the European level. What they have done recently is that they said, okay, we would like to introduce an animal welfare label, which is mandatory, focusing on the specific topic on animal welfare, but in the new scheme, organic farming would get the highest scores, which then would be in line what the government said all the last years. So from that point of view, I think many actors are just waiting, are observing, and I also assume as soon as the European Commission is doing the next steps, then I think there will be a new dynamic. And I see certainly the danger for organic farming, and this is also, I mean, we just have in the last session talked about the 25% target of organic farming, and so this also underlines the need for really a coherent policy approach. Thank you very much, Jan. Indeed, a coherent policy approach is an excellent way to end a speech. It's indeed something we absolutely need. Saying that we want to reach a 25% organic target and then having potentially a sustainability label based on a methodology that doesn't really help achieving this target is not entirely coherent. So thank you for that. We will, and an applause for Jan, we didn't have one. Thank you. We will now go to our last speaker, but definitely not least. So we spoke previously about the Planet Score, about companies implementing the Planet Score. Well, Judith Fala-Moog represents and heads one of these companies. In 2000, she founded the German-French group Moog Organic that has 2 production sites, one in Germany and one in France, with 160 employees, over 70 organic oils, and customers in over 30 countries. And she even brought some of her products today to show how the Planet Score looks on them.
So Judith, how is your experience with the Planet Score? How easy or not was it to score, to implement, to put on your products? How are consumers seeing it? Yes, thank you. So the floor is yours, Judith. You want to come here? Yeah, perfect. Yes, thank you. Yes, my name, I thought that I have to speak English. My French is more better than I switch to French later. Bonjour, yes, thank you for inviting me. I'm Judith Falamok. We are an organic oil mill, so I created the group in 2010 because we put two companies together, but we started 40 years ago. I wanted to tell it because we are one of the pioneers of organic, and it's, for me, it's important to say it's not just modern for us. We are from organic agriculture, we are farmers, and we live the organic. And now I understand why you asked me to come, because we are organic. We see that the Planet Score is perhaps a little bit difficult to communicate, but we think that it's important to do it as well. Yeah, so we are nearly 40 years old. We've got 70 oils. We are only organic. We started to produce not so far away in Bram, close to Carcassonne, sunflower oil. And then we put more and more oils on the range, and we export to some countries. That works well. So we've got we've already some logos, as you see, the organic European logo, but also Demeter, Fairtrade, Fair for Life, IFS, of course, and BioED in France with Synabio. And now the sustainability logo or label is coming. And why do we choose to use it? You see that we just started to use it. We think that it's good because it speeds up the transition of our food system for more ecological considerations. It will come. That's what I understood. A logo will come, so let's choose the good one. I'm nutrition, and when the Nutri-Score came, I thought it's so bad it will never come because it's just idiot. It's no sense, you know. The Nutri-Score, you've got a better note for Coca-Cola than for apple juice. And I said, it will not come. And then I heard about the EcoScore. And I said, we have to take care about us, the organic people, and our children, and to make sure that the EcoScore will not come. So that's why I'm here today. That's why I brought the Planet Score to Germany the first day that I heard about it. And I speak about it everywhere when I am, even in the evening and the night, because it's important to stop the EcoScore, and even if we can, to stop the PEF. Thank you very much, Sabine, for all your knowledge and all your patience to show that it's a danger for the organic companies and the organic movement if we don't stand up and stop these evolutions, because they are not good for us. So what we have to make sure is that we can put it on the labels. So yeah, I see your eyes. This is what we have to put on labels. If they are small or big, it's already a lot. So it's the organic logo, the nutrition values, the storage information, retention period, origin, lot number, best before, net filling, sale description, distributor. New in France will be the Triman, the recycling logo. And then we have to put the Planet Score logo as well. So we have to make sure that everybody knows it, that you can understand it very quickly, and that it's complete and transparent as well. And the third topic that I would like to say is we have to make a new European
European solution. It's very important. We don't say, in France, you go ahead, and in Germany, people are saying, yeah, we've got the organic logo, or they say, yeah, but you didn't take care about the social aspects, we should add them, and yeah, that's right. It should be improved if it's possible, but let's get together and speak with one voice so that we will have the best label that we can get. So we try to do it, and we will be one of the companies who will have not only a lot of, because it's not so difficult, you know, with organic oils, we are making only organic, only oils, but we also have some of them which will get a B, because, for example, olive oil will not be A. It's not possible. So this is what I would like to say. We have to improve a little bit the notes, because we can't understand them. We don't know why this logo is at B for biodiversity. So. You asked me to come to show you Planet Score in action. So that's what we did. And we created a QR code in the last weeks. We put this brand on the market in the next weeks. And we will ask our customers what they think about. But it's too new, too short time to be able to say something, but we will get feedback and then we will tell you. So the main message that I would like to send to you is make a union. Don't let us divide, because we have to stay strong around the organic idea. The organic idea is sustainable. So let's work for the planet's goal. It's the best idea that we have right now. Thank you very much. Thank you very much, Judith, for your enthusiasm and this last message that I can only support. Thank you very much. Okay, so we have a couple of minutes left. We started later, so I saw your hand. You're very quick. We started later, so I'll take a couple more minutes, but no worries. Coffee is coming very soon. One question before I give the floor to you. Sabine and Judith, perhaps to you both. How, if I were a company sitting now in this audience, how do I, go about potentially testing the Planet Score if I'm interested? Does that work? Ça marche? Ouais. Ok. Il suffit de nous contacter. C'est une initiative qui n'est pas là pour faire du business, mais qui est vraiment là pour tracter la transition écologique, la transition agroécologique. Et donc, on est vraiment au service des acteurs aujourd'hui. On est financé par des dons et du mécénat. Donc, pour les entreprises qui nous ont soutenus, ça ne donne droit à rien de particulier, si ce n'est que vous soutenez la démarche. Donc, il n'y a pas de facturation. Vous nous contactez. On partage ensuite les données. On a un format de partage, de collecte de données sous accord de confidentialité pour ceux qui le souhaitent, parce que ce sont quand même des données sensibles. On a souvent des recettes de produits. Et on vous rend vos évaluations en vous expliquant ce qu'il y a dedans, et notamment pourquoi une huile d'olive est B en biodiversité, tant qu'on nous oblige à avoir quand même un bout de PEF dans l'évaluation, parce qu'en effet, l'olive est très mal notée dans le PEF. Et donc, ensuite, on peut faire des simulations si vous avez des produits qui sont améliorables, et ça donne lieu souvent à des discussions absolument passionnantes, en sachant que, même en bio, on peut avoir des produits qui sont plus ou moins bien notés. Typiquement, si on est sur des formulations avec du sucre de canne du Brésil non certifié sur l'enjeu déforestation, par exemple, on a des produits qui ne seront pas forcément bien notés sur biodive et climat, par exemple, et donc avec un impact sur la note globale. Donc il faut être prêt à ça aussi, prêt à challenger ces pratiques, quelle que soit la structure. Et sachez aussi que... on est en cours de développement, là, donc beaucoup en France, mais également sur maintenant 6 autres pays européens. Et on est vraiment ravis d'entendre le témoignage de Judith, parce qu'en effet, Moog a été une des toutes premières entreprises hors de France à s'engager dans la démarche, à
tester le calcul et les notations. Donc c'est des retours d'expérience qui sont extrêmement intéressants pour nous. Donc tous ceux qui le souhaitent, on peut développer le Planet Score donc bien au-delà de la France. C'est ce qui est en train de se passer. Et sachez également, c'est un petit message là aussi d'espoir par rapport au contexte institutionnel et économique, que le Planet Score a reçu il y a maintenant juste un mois un très important prix en France qui s'appelle Retail for Good, qui a été donné par la grande distribution et des experts RSE, un jury qui est présidé par le président de la communauté des entreprises à mission, donc c'est quand même pas rien, avec des mots extrêmement forts. Nous étions la seule initiative finaliste dans le secteur de l'agroalimentaire. Et les mots qui ont été prononcés étaient que c'était la seule initiative aujourd'hui qui pouvait passer à l'échelle, qui était absolument anti-greenwashing, et qui était en capacité de faire muter le marché dans le sens du soutenable et du durable. Voilà, donc c'est... Ouais. Merci Sabine. Et donc vous retrouverez toutes ces informations, et notamment celles que je viens d'évoquer, et tout le reste, la façon de rentrer en contact avec nous pour scorer sur le site internet du Planet Score, qui est sur les diapos, planet-score.org. Et au pire, vous contactez n'importe qui chez Farm Organics Europe et on vous met en contact. Voilà. Je vais poser encore une question. Après, je donne la parole à vous. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment demander d'être assez court dans vos réponses. Donc, pour Claude et Yon, plutôt, on a entendu beaucoup... Yud a parlé de la prolifération des labels, du packaging qui devient de plus en plus petit. Il faut une loupe pour voir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Est-ce qu'en effet, c'est mieux pour le consommateur ou est-ce que ça devient vraiment un peu trop? Et juste court, s'il vous plaît. Désolé. Moi, je pense que l'information au consommateur est tellement importante et nécessaire que aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure des QR codes, à l'heure de toute une technologie qui rend possible une quantité d'informations importantes disponibles aux consommateurs rapidement, visuellement, etc. Je crois qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si la surface des étiquettes est assez grande. Moi, je pense qu'il faut se poser surtout la question de savoir si on veut bien vraiment faire passer toutes ces informations, ne pas faire de greenwashing et vraiment informer. Je suis allé loin tout à l'heure dans ma présentation et j'ai largement débordé la partie purement environnementale de l'affichage en mettant aussi d'autres critères. Mais les consommateurs, c'est ça qu'ils ont besoin, c'est ça qu'ils attendent aujourd'hui pour être éclairés vraiment dans leur choix et leurs priorités. Et donc, la question, pour moi, elle n'est pas une question de taille de lettres ou de surface d'étiquette. Et vraiment, il faut vraiment sortir de là et aller à autre chose. Et je crois qu'on a les moyens de faire autrement. Super, merci. Yon, would you like to add something about this idea of the proliferation of labels? Is it, a good development, or perhaps it becomes a bit too much? I mean, this is always a danger that there are too many labels on the product. Some weeks ago, I've had a meeting with a large Swiss retailer and with a marketing officer. And the marketing officer said, well, the Planet Score looks nice, but could we not reduce the information to these A, B, C, and D, and E, because all the other information are not interested for the consumers? And I think this is the key problem. I mean, agriculture, sustainability. I mean, Jan mentioned that when we have a systemic approach to agriculture, it is complex. Our world is complex, and to a certain extent, it would be a danger to reduce it, to make it too simplified. From that point of view, I still believe that the organic logo, which is a promise that the farmer and the retailer and the processors are just doing what's in the EU regulation and in the organic standards, that this kind of logo it's on the one hand simple, but it's also a clear message to the consumers. And of course, if there are too many products, then of course certainly a number of consumers, not all of them. I think the products of you are quite interesting, and I'm pretty sure that the organic consumers who really buy a lot of organic food and they are really interested in doing the right things, that they are requiring this kind of information. However, a large number of consumers that are going to conventional retailers, for example, probably just go shopping and then they just spend a millisecond in the decision and then they buy the product. And from that point of view, I think it's important not to have too many logos on the product.
Thank you. Okay, so now it's up to you. I already saw 2 hands raised. First, yes, so we have the sir that is right there. Yeah, the microphone is coming. It's being passed around the participants. Good afternoon, Adrian Steele from the Soil Association. I would just like to know how much time you think you've got before industry pressure demands a standardised European-wide methodology for the metrics, which are in sense with big companies coming under pressure from shareholders to deliver their net zero commitment and carbon cutting and so on. It's a very, very complex series of messages. I understand that Foundation Earth are calling for a conference in September with the other parties you've mentioned and yourselves. Maybe to bash this out, I'm just wondering if you can give us some kind of indication about how you feel about that and how much time you think you've got to elevate your position compared to those slightly more larger scale industry-dominated initiatives. Thank you. I will also take the second question from Nick here in front, and then I'm afraid we will not have time anymore for questions. Okay, so microphone is there. Yeah, sorry to come back again, but one of the reasons why I focused on maintenance payments in the previous presentation was that the large proportion of the environmental benefits of organic farming come from what the farmer does on the land and are land related. And the conversion of that information into product information is very difficult. I don't know where the data exists reliably on yields or on pesticide use or on a whole range of other factors. So I don't see how at the moment we're in a stage that we can reliably convert the information about what farmers do into something that can go on a product label. And I'd be grateful for comments on how that's really being achieved. Okay, that's quite a big question. And I know Sabine could speak for like 3 hours on that. But no, you only have 1 minute. So please reply to that question. Thank you. Micro? Yes, ok. Oui, on a reçu hier soir là, ce press release de Foundation Earth, qui est donc la 3e initiative que j'ai évoquée tout à l'heure, qui en effet qui est constituée par tous les gros industriels agroalimentaires, qui est 100% PEF, vertige, et qui aujourd'hui n'est pas du tout déployée et qui nous semble être l'initiative qui a le moins de chances très concrètement d'être adoptée. Alors c'est pas parce qu'elle est 100% PEF et qu'on ne veut pas, mais c'est simplement parce qu'en plus elle n'est pas du tout soutenue par la société civile. Nous avons eu il y a 3 semaines, je crois, une réunion à huis clos au Parlement européen avec des entreprises, des parlementaires et les ONG, donc le BEUC, donc les unions de consommateurs et les ONG environnementales. Il est très clair pour la société civile aujourd'hui que le PEF ne fait pas l'affaire. Donc voilà, Foundation Earth, on a déjà répondu positivement hier soir à leur sollicitation, mais en précisant bien qu'un cadre harmonisé est une bonne idée, à condition que ce soit pertinent. Et donc ça veut dire que c'est exclu que ça soit basé majoritairement sur le PEF. Et puis voilà, par rapport à la question qui a été posée en deuxième, je vais faire super court, promis. En fait, on peut remettre aussi en cause globalement l'idée d'évaluer les systèmes de production à l'échelle du produit. Ce n'est pas la direction qui est prise au niveau institutionnel aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a des choix de valeur à faire sur combien pèse une abeille par rapport à la pollution de l'eau, par rapport au climat, Donc en fait, il faut juste être transparent sur quel poids on met sur chacun des enjeux et comment on les quantifie. Une fois qu'on a fait ça, si on est capable de donner la transparence complète aux entreprises et aux consommateurs sur le calcul et pourquoi dedans, c'est ce qu'on fait sur le site internet. On dit voilà, biodiversité, là, elle n'est pas bonne parce que dans le produit, il y a ça. Si on peut remonter jusque-là, on arrive à l'échelle des systèmes de production et donc à une forme de discernement qui est quand même pas désagréable. Okay, thank you, Sabine. Would anyone like to add something on those 2 questions? Yes. I'm sorry. No, someone else. Just one thing. Les consommateurs, dans les études conso qu'on a faites, on a fait 3 études consommateurs en 1 an. Ce qu'ils veulent voir pour l'affichage environnemental, c'est l'intensité d'usage des pesticides et le mode d'élevage, donc en lien avec notamment les thématiques de concentration, etc. C'est pas nous qui le disons, donc nous on a à chaque fois fait des études représentatives, population française, on va les dupliquer en Allemagne pour commencer, mais aussi Carrefour. Carrefour a publié ça, donc vous le verrez aussi dans les diapos que j'ai pas eu le temps de passer, a fait une communication officielle pour tirer un bilan mitigé de l'éco-score qu'ils ont mis pendant 6 mois sur 30 000 produits dans leur site de e-commerce,
zéro shift des ventes. Donc si on dit aux consommateurs rouge la viande, vert les végétaux, il ne se passe rien. Donc c'est pas ça qu'on veut. Si on veut réellement une transition agroécologique et que la politique publique sert à ça. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont ensuite contactés, le jour même, pour dire on va tester le Planet Score. C'est assez incroyable. Ils nous ont demandé ce que vous n'avez pas encore lancé. C'est-à-dire on était en fait à une semaine de lancer. Ils connaissaient le concept, mais ce n'était pas encore officiel. Voilà, donc les consommateurs le veulent. Il faut simplement donner la transparence. Il faut y aller. Ok, merci Sabine. On a une petite encore intervention de Yon par rapport à cela, et après, ce sera café. Sabine, when we met the first time, I was quite impressed by one statement from you, because you said, well, I'm putting all my energy in this Planet Score, in this food labeling. But actually, of course, I'm aware of the fact that the system labeling as organic farming is actually the right approach. But we don't have the choice. We don't have the choice in France. And I think that's coming back to Nick. I think this is a question, whether there is a choice or not. And I think we also have then to take into consideration that the data situation is different from country to country. But indeed, I mean, this is a very critical issue that needs to be discussed in the organic movement. Thank you. One thing, the worst we could do is to say we don't want that labeling for organic. En France, on a eu des propositions pour, stratégiques en disant soit on accepte juste qu'il y a un gros bonus pour la bio sans chercher à comprendre pourquoi, soit on se dit on demande où l'État accepte ou propose une dérogation pour les produits bio. Ce que ça veut dire, c'est que tous les autres produits auront un label avec plein de produits verts. Ça va créer encore plus de confusion. Donc c'est la pire des choses à faire. Il faut accepter la comparaison. Il faut rentrer dans cette comparaison globale, transversale, tout produit. On a intérêt. Okay, so Judith has a really, really final word. Sorry for this. Je suis tous les jours en face du consommateur et c'est pour ça que mon introduction était un peu longue. On est vraiment dans le bio depuis longtemps, mais malheureusement, le bio tout seul ne suffit plus. Les gens demandent autre chose et ils demandent qu'on protège le climat, qu'on garde la biodiversité. Et je suis la première à dire qu'il n'y a pas de place sur l'étiquette, mais il faut rajouter ces informations importantes. Et donc, je continue à plaider pour le Planet Score. Voilà, merci beaucoup. C'est une super note sur laquelle finir. Thank you to our incredible speakers. Thanks to you for the participation, to the interpreters. We go to a coffee break now that you very well deserved at this point. And after that, there will be a session on the organic regulation. And last but not least, did you all come by train or by car, or is anyone coming by plane? Est-ce que vous êtes venu en train, non, monsieur? Car, but I'm just nearby. I'm a local. Everyone not plane? Train. Great. Very environmental. So you all get big bottles of Armagnac. Organic Armagnac, of course. Thank you to all.